Bonjour et bienvenue aux infos TCBH de la semaine du 21 février 2024. Voici les sujets de la semaine. C'est le tournoi Pistolo, le rendez-vous mensuel avec le maire de Trois-Pistoles, la Sûreté du Québec, on découvre l'APES, le résultat de la deuxième compétition du club de gymnastique Les Gymnos et des nouvelles de notre club de hockey senior Fondation BA de Trois-Pistoles. À vos marques, soyez prêts à applaudir les jeunes de la 37e édition du tournoi de hockey Pistolo. Plus de 75 équipes seront en action au tournoi Pistolo. Ça commence jeudi, Mme Martineau? Oui. Oui. Vous êtes la coordonnatrice des tournois dans les Basques, Oui. la section hockey. Oui. Donc, ça commence jeudi. Il va y avoir de l'action ici à l'Arena. Oui, bien, l'ouverture officielle se fait jeudi soir autour de 5 heures. On invite les gens de venir parce que c'est un tournoi qui est reconnu provincialement. Donc, on peut accueillir 77 équipes précisément qui va de la catégorie novice, donc les M9, jusqu'à la catégorie, ce qu'on appelait midget, le M18. Ça fait beaucoup de monde ici qui va circuler dans les Basques là, dans les 2 prochaines fins de semaine. Bon, environ 77 équipes. De quelle région proviennent-elles, ces équipes? On peut parler que ça peut venir du secteur de Montréal, de Trois-Rivières, on peut parler de Drummondville, de Québec, de l'île d'Orléans, on peut avoir de la Gaspésie. On a aussi des équipes du Nouveau-Brunswick. J'en ai une actuellement de Fredericton, donc on parle que c'est pas à côté. Et pourquoi Nouveau-Brunswick? Parce qu'eux autres sont limitrophes, donc ils sont collés à notre région. Ils peuvent venir faire le tournoi ici. Puis ça apporte un bon challenge, selon moi, parce que c'est des équipes qui ne vont pas nécessairement au Québec. Fait qu'ils viennent, le Québec vient aussi chercher ce challenge-là ici. Évidemment, on invite les gens des Basques et des environs à venir participer au tournoi Pistolo, à venir encourager les équipes. Ça commence jeudi 17h par une cérémonie d'ouverture. Une cérémonie d'ouverture où on va accueillir tous nos commanditaires principaux, entre autres la fromagerie, le lait au chocolat qui nous fournit au-dessus d'une bonne commandite d'au-dessus de 5 000 juste en lait au chocolat pour les jeunes. Et également tous les autres gros commanditaires qui vont venir aider pour le tournoi à récompenser nos bénévoles, par exemple, comme le Tim Hortons, comme le Subway, pour aussi venir représenter les Basques, même si à quelque part on n'est pas beaucoup, mais on fait des grosses affaires. Oui, en effet, parce que, bon, c'est la combienième édition, là? La 37e édition, toujours à point de vue provincial. Et plus ça va, plus on a eu d'augmentation d'équipes. Là, je ne pourrais pas faire des augmentations plus que ça parce que ça va me prendre plus d'arénas. Mais actuellement, je pense qu'on compte nos arénas le plus possible au maximum. Puis ça apporte à ce moment-là de l'eau au moulin, comme on dit, ça apporte de l'argent dans les Basques. Ça apporte aussi pour les commerces. Pour le peu de commerce qu'on a, mais on essaie de les faire rouler le plus possible. Puis les restaurants qu'on a, c'est sûr que plus on arrête, mieux ça serait. Mais je pense qu'on essaie de faire rouler ce qu'on a encore en économie. Puis c'est un plus pour la région. Bon, il va y avoir des parties ici à l'Aréna Bertrand-Lepage, puis à quel endroit aussi? À Saint-Cyprien, qui est environ 25 minutes dans les terres, le complexe Louis Santerre. Fait qu'on a les deux. Pour la deuxième fin de semaine, pour les plus petits, c'est seulement au complexe Louis Santerre parce qu'on doit séparer la glace en deux. On fait jouer comme 2 équipes d'un côté et 2 équipes de l'autre. Et à ce moment-là, normalement, c'est participatif, mais on le met compétitif et beaucoup de régions recherchent ça, côté compétitif, mais toujours dans un but de pouvoir s'amuser. Il ne faut pas oublier que le hockey, actuellement, que je dessert en tournoi, c'est un hockey plus récréatif et non un hockey compétitif, parce qu'on n'est pas dans le 2A, là, ni le 2B. Et ça amène, oui, il y a de la compétition, mais dans un but aussi de s'amuser. Il ne faut pas oublier que c'est le sport, c'est la partie le hockey fait partie de ce qu'on doit prôner au niveau du sport, parce que c'est national, là, il y en a partout du hockey. Voilà. Comment les gens vont devoir débourser pour venir voir une partie ici à l'Aréna? C'est la première année, il n'y aura pas de déboursement d'argent.
parce que maintenant, la tradition est qu'il y a une partie des sous des entrées qui est comme chargée aux équipes maintenant. Donc, en plus du montant, je fais effectivement, mettons que c'est 500 $ et on dit que ça coûte, mettons, 200 $ parce que je ne donnerai pas tous les montants. À ce moment-là, il y a 700 $ qui est chargé aux équipes pour venir dans des tournois. Et ça amène que la population au complet, n'importe qui, grand-papa, grand-maman, ou tout le monde qui veulent venir voir du hockey ou venir voir leurs petits-enfants venir jouer, c'est accessible. Fait qu'il n'y a pas d'entrée, fait que les gens peuvent venir gratuitement au nombre de fois qu'ils veulent dans la journée ou dans la fin de semaine. C'est une très, très belle progression. C'est une très belle idée. C'est pas nous qui avons créé ça, mais on a suivi la vague. C'est une bonne idée. Bon, on parlait un peu de restauration tout à l'heure. Oui. Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau de la restauration? Il va-t-il y avoir quelque chose à manger si je viens avec ma famille ici en fin de semaine? Bien, c'est sûr qu'au niveau du restaurant, nous, au niveau bénévole, il y a des gens bénévoles qui vont venir s'occuper du restaurant. On peut vendre naturellement le café, le chocolat chaud et tout ça. Mais on a essayé d'avoir un petit peu plus parce qu'on n'a pas les services de restauration comme on voudrait. Donc, on a, je pense, le restaurant La Pizza qui a été chercher toute la paperasse nécessaire pour pouvoir permettre à ce que les gens puissent manger quelque chose de chaud. On a quand même les micro-ondes et tout ça. Donc, ils vont pouvoir offrir la pizza. Et il y a une petite partie des coûts, je pense, qui va revenir au hockey. Fait que ça va, puis ça va être ça même toutes les deux prochaines fins de semaine. Donc, on a été capable d'aller chercher cet aspect-là. Mais c'est sûr qu'éventuellement, si on a une belle restauration ici dans l'aréna, on va être très content parce que je pense que les gens le demandent, le réclament. Puis quand est-ce que tu vas pouvoir une game de hockey, manger une petite poutine ou manger un petit hot dog ou quelque chose, je pense que c'est comme ça vient de soi. En effet. Puis aussi, bon, il va y avoir la cérémonie d'ouverture le jeudi. Donc, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui. Il y a une petite pause durant la semaine. Ça recommence le jeudi suivant. Exactement. Sauf qu'on change de catégorie, par exemple. Ah, OK. Oui. Donc, on peut voir l'horaire sur le site. Oui, vous allez sur Google, qui est la place où tout le monde cherche les choses. Puis on écrit Tournoi Pistolo 2024, excusez-moi, 2024. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir tout le défilement de l'horaire. Et vous pouvez même regarder vos matchs en ligne. Donc, s'il y a des grands-parents qui ne peuvent pas se déplacer, qui veulent voir les petits-enfants, voir s'ils scorent des buts ou s'ils jouent, bien, à ce moment-là, ils peuvent le faire, puis c'est en ligne, puis ils peuvent à ce moment-là dire « Ah, bien, je vais venir voir la finale parce qu'ils sont rendus là. » Puis ça arrive souvent pour les Basques, quand ils se rendent jusque-là, l'aréna est pleine, là. Ça fait qu'il y a plein de monde parce que les grands-parents et toute la famille, ça se déplace. Là. On n'a pas de raison de ne pas venir au tournoi Pistolo parce que c'est gratuit. Oui. Et en plus, c'est des jeunes qui jouent parce qu'il y a le plaisir du sport aussi pour jouer, puis aussi pour gagner, on ne se le cache pas. C'est sûr qu'on a de très belles bannières, on a des médailles. Nous, on donne des médailles à or, argent, bronze. On a les bannières bronze pour ce qui concerne les tout-petits. On a les bannières, les gens retournent à la maison avec les bannières, sont fiers de se promener avec ça. On a un photographe sur place aussi qui prend les photos. Fait que ça peut arriver, grand-maman, grand-papa, j'envoie une photo de mon petit garçon, c'est possible. Fait que ça permet aussi de pouvoir partir avec des souvenirs. Puis je pense que pas juste les souvenirs en photo, mais les souvenirs d'avoir participé puis d'avoir vu le beau sourire de nos enfants sur la glace, là, je pense que ça a son pesant d'or aussi. Bien, merci beaucoup, Mme Cécile Martineau, pour cette belle entrevue et nous avoir donné le goût de venir au tournoi Pistolo en fin de semaine. Merci, parce que je vous invite à venir. Ça va être agréable. C'était Véronique de TCBH à l'aréna Bertrand-Lepage. Voyons les échos du maire de Trois-Pistoles. Aujourd'hui, aux infos TCBH, on reçoit le maire de Trois-Pistoles, M. Philippe Guilbert. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Oui. J'ai envie de commencer avec l'école de langue. Je crois que vous avez des belles nouvelles à nous annoncer. Bien, des nouvelles, oui. En fait, on va tenir mardi, le 27 février, une séance d'information pour toutes les familles, dans le fond, les familles qui ont déjà accueilli hébergé des étudiants, ceux qui veulent héberger des étudiants, ceux qui sont encore parmi le réseau des familles hôtesses. On va tenir une rencontre d'information le 27 février à 19h au Centre culturel. L'objectif de cette rencontre-là, c'est vraiment de donner l'information de où on est rendu dans le processus de mobilisation, de travail avec Western, avec l'Université Western.
là, on a travaillé beaucoup sur essayer de numériser les archives. On va lancer une pétition aussi que les gens vont pouvoir signer avec un document d'intérêt aussi que les gens vont pouvoir remplir pour manifester leur intérêt à accueillir des étudiants en 2025. Donc, avec ça, on va pouvoir compiler des statistiques puis pouvoir fournir ces chiffres-là à l'Université Western puis leur montrer qu'il y a vraiment une bonne mobilisation à Trois-Pistoles puis qu'on veut que l'école d'immersion revienne en 2025. Donc, c'est ça. En fait, on veut aussi rédiger un document qui va montrer l'expérience, qui va prouver que l'expérience des étudiants dans le programme d'immersion à Trois-Pistoles est exceptionnelle, puisqu'on pense que c'est ça qui distingue le programme des autres. Donc, on veut rédiger ce document-là, puis l'envoyer à Western aussi pendant le processus de révision, qui devrait normalement, parce qu'on a eu l'information aussi que Western font affaire avec une firme externe pour faire la révision du programme. Puis eux autres, le rapport, ils vont le déposer au mois de mai. Donc, suite à ça, Western va prendre sa décision si, je l'espère qu'ils vont décider de reprendre le programme. Puis après ça, ça se peut, c'est pas impossible qu'il y ait des petits changements aussi dans le programme, là, dépendamment de comment eux autres ils voient les choses puis comment ils veulent le réintégrer. Chose est sûre, en tout cas, on a un message positif de Western. Ils veulent que le programme continue. Après ça, sous quelles conditions, c'est ça qui reste à déterminer avec eux. Mais on veut leur prouver que l'école, on y tient. À Trois-Pistoles, on tient à notre école d'immersion, puis on veut que ça revienne en 2025. Puis on sera collaboratif là aussi sur la façon dont ça va reprendre, en fait. Là. Puis c'est ça, on va aussi avoir des communications. Là, et on est en train de travailler sur une page Facebook qu'on va bientôt rendre accessible, là, bientôt diffuser. C'est un autre outil, dans le fond, de mobilisation de la population là, pour l'école. Puis, de quelle façon vous allez pouvoir rejoindre toutes ces familles-là? Parce que là, le problème était au niveau de l'hébergement. Est-ce que vous avez quelqu'un qui travaille directement là-dessus presque à temps plein? Ou... Bien, en ce moment, il n'y a pas d'employé à temps plein pour ça. La directrice de l'école a quitté ses fonctions là, récemment. Okay. Par contre, là, on a un comité avec des familles, en fait, et des membres du conseil de la ville. Donc, on a un comité conjoint là, ensemble pour travailler sur la suite des choses, les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on est en train de faire. On a aussi, je dis, communication très régulière aussi avec notre député qui fait des pressions beaucoup pour bonifier le programme Explore. Essayer tenter de travailler sur ce front-là parce que c'est une bataille de plusieurs fronts. Là. Mais c'est ça, le comité, on travaille très, très activement là, pour ça. Puis, justement, on va organiser cette rencontre-là, cette séance d'information-là, mais en parallèle de ça, on travaille sur beaucoup d'autres choses, justement, pour faire en sorte que la mobilisation se passe puis qu'on réussisse à prouver à Western qu'on veut la garder, l'école. Mais c'est des bonnes nouvelles. Donc, c'est le 27 février prochain. Oui. À quel endroit, déjà? C'est au Centre culturel, dans la salle Édith Martin. C'est le bâtiment à côté de la piscine, là, le Centre culturel, puis... en rentrant, vous nous enverrez les détails on va pouvoir diffuser ça sur nos ondes en même temps pour pouvoir rejoindre le plus possible de familles hôtesses et peut-être des gens aussi intéressés à poursuivre dans le processus. Absolument. Puis c'est ça, s'il y a des gens qui veulent... En fait, on lance aussi un peu l'appel là, aux familles pour récolter des archives aussi par rapport à l'expérience des étudiants. Donc, tu sais, des correspondances entre les familles, les étudiants, tu sais, tout... Des éléments qui prouvent des photos, c'est ça, tous des éléments qui prouvent que l'expérience des étudiants à Trois-Pistoles dans le programme était excellente, était bonne, puis que ça amenait beaucoup de positifs. Donc, si les gens ont des archives, là, on les invite à les envoyer, en fait, à notre équipe d'administration là, à la ville. Bon, bien, c'est un bon pas vers l'avant. On se déplace maintenant vers les rénovations de l'hôtel de ville. Comment ça va? Ça va très bien. Tout indique en ce moment qu'on va respecter les délais, qu'on va respecter le budget. Normalement, c'est ça, on prévoit une inauguration du futur hôtel de ville rénové, en fait, en juillet.
Peut-être même avant, si on est capable, si tout se passe comme on le veut. Puis ça va respecter aussi le budget. Jusqu'à maintenant, là, tout est en ordre. Il y a eu des petites modifications, des petits ajustements, mais c'est très normal, même qu'on est en dessous des prévisions d'ajustement qu'on avait à faire. Fait que tout se passe très bien. Là, on suit le chantier de façon très rigoureuse, puis tout se passe bien. Bon, ben, on l'espère bien. Dans le fond, c'est le fun, il n'y a pas trop de surprises. Exactement. On se transporte maintenant vers le Summum. Qu'est-ce que c'est le Summum? Bien, Summum, en fait, c'est une plateforme de communication là, pour la population. On se rappelle que l'été passé, on avait eu un petit problème avec notre réseau d'eau. On s'est aperçu qu'on avait quelques lacunes dans la façon de communiquer avec la population. C'est difficile. Il y a plusieurs plateformes, plusieurs façons de communiquer. Puis c'est pas tout le monde qui utilise les mêmes plateformes pour recevoir les informations de la ville. Puis c'est difficile même de rejoindre des gens qui ne sont pas nécessairement intéressés à avoir des communications. Fait que ça, c'est un système qui va utiliser le téléphone, soit résidentiel ou les cellulaires pour ceux qui s'inscrivent, dans le fond, à la plateforme. Puis en cas d'urgence, on ne va vraiment pas l'utiliser n'importe quand. C'est en cas d'urgence, peut qu'on aille 1 ou 2 fois par année, mais comme des problèmes qu'on a eu avec notre réseau d'aqueduc. Mais quand on a besoin de rejoindre les gens pour indiquer une urgence, dans le fond, ben on va pouvoir utiliser cette plateforme-là puis essayer de communiquer l'information au plus de gens possible. Mais c'est vraiment en cas d'urgence, si on a besoin de rejoindre toute la population. Je me suis inscrite, c'est très facile, puis on invite les gens à s'inscrire aussi. Là, j'aimerais y aller aux côtés des animaux de compagnie. Oui. Notre animal, c'est notre responsabilité. Oui. C'est un peu difficile ces temps-ci à la ville de Trois-Pistoles. Bien, pas à la ville, mais autour de la ville. Qu'est-ce qui se passe avec les chiens? On entend beaucoup de choses aussi sur les réseaux sociaux, quelques cas d'animaux qui ont agressé des gens ou d'autres animaux, en fait. Puis quand on reçoit des plaintes, nous, c'est un devoir légal. On doit gérer les cas de plainte, mais là, c'est tout un processus qui implique l'administration de la ville, qui implique le conseil même, parce que quand on considère qu'il est dangereux puis qu'on va à un certain point dans les démarches, bien là, il faut décider. C'est le conseil qui a la charge de décider si oui ou non il faut faire euthanasier un animal. Puis on n'a pas, on n'a pas la capacité, on n'a pas l'autorité morale de décider si oui ou non. Puis en plus, on connaît les gens, on sait qui ça peut affecter. On n'a pas envie de gérer ça, mais c'est un devoir légal, on doit le faire. Donc là, il y a un projet de SPA, c'est la Société protectrice des animaux, qui est en train de se mettre en place à Rivière-du-Loup. Donc, nous, on a déjà manifesté notre intérêt d'en faire partie. Puis, dans le fond, c'est vraiment... il y a un montant qui va être mis sur le compte de taxes là, dans les prochaines années, quand le projet va commencer à marcher. Là. Puis, dans le fond, ça va être un service clé en main. Là. Dès qu'il y aura une plainte ou quoi que ce soit, c'est eux qui vont se charger de ça, de toute la démarche, de tout le processus de gestion des animaux. Même de faire les tests, les rapports, voir si l'animal est dangereux, puis l'euthanasie, si on en arrive jusque-là. Mais tu sais, ça ne sera plus nécessairement à la charge de la ville, puis nous, on n'aura pas la difficulté de prendre une décision morale aussi difficile que ça. Fait que c'est sûr que c'est des coûts, mais en même temps, je veux dire, on a eu des exemples aussi à Rivière-du-Loup que ça a coûté des milliers de dollars pour juste un cas. Fait que, nous, c'est du temps administratif, c'est des employés de la ville qu'on n'aura pas besoin de mettre là-dessus. Fait que, ultimement, on va gagner en efficacité énormément, puis on va gagner aussi en sécurité pour les élus, pour notre administration aussi, là, pour nos employés, parce que, je veux dire, c'est pas le fun de gérer ça, c'est du temps qu'on passe pour... Puis c'est difficile aussi de devoir gérer cet enjeu-là avec la proximité qu'on a avec les gens. Fait que ça va être vraiment pour le mieux d'embarquer là-dedans. Puis aussi, exemple, j'ai perdu mon chien, je peux communiquer avec la SPCA à Rivière-du-Loup quand le programme va être en place, bien sûr. Puis eux autres, ils vont pouvoir nous dire si ils ont eu des nouvelles, ils vont pouvoir traiter. Ça va être plus facile. C'est une très bonne idée. Oui, c'est ça. Puis ils vont pouvoir traiter les animaux aussi errants.
Puis, ultimement, je veux dire, il va y avoir un service d'adoption aussi si des gens veulent avoir un animal qui a été secouru, mais qui est en bonne santé, tu sais, parce qu'il les traite, là, il leur donne les vaccins et tout, là. Fait que, tu sais, les gens qui veulent adopter un animal vont pouvoir aller, en toute sécurité, aller chercher un animal à la SPA plutôt qu'un animal qui traîne sur le coin d'une rue. Fait que, ça va être pour le mieux, là. En effet. Bon, grosse nouvelle, côté de nos matières recyclables, au niveau de l'éco-centre et de récupération des basques, c'est quoi la différence entre les deux? Bien, l'éco-centre, en fait, c'était géré par la récupération des basques. Maintenant, ça va être géré par la MRC parce que maintenant, la récupération des basques fait faillite. Là, ce qui est important de comprendre dans le processus aussi, parce qu'on entend beaucoup de critiques par rapport à ça, c'est que, bon, en 2019, il y avait eu... le contrat devait être signé par rapport au recyclage, par rapport à la collecte puis au tri des matières recyclables. Là, il y a eu un soulèvement populaire parce que, bon, les coûts de récupération des basques étaient beaucoup trop élevés. Fait que là, c'était supposé aller à une autre entreprise. Il y a eu un soulèvement populaire pour protéger les emplois parce que c'est des emplois de réinsertion professionnelle. Puis, il y avait une espèce d'entente non écrite, disons, pour que ces emplois-là, la récupération des basques se restructure un peu pour conserver ces emplois-là, mais sachant qu'ils n'allaient pas nécessairement recevoir re-signer le contrat en 2024, cette année. C'est l'année qu'on doit re-signer le contrat. Sauf qu'il n'y a pas nécessairement d'effort qui a été fait. Il y a eu quelques problèmes de gestion financière aussi. La pandémie n'a vraiment pas aidé parce que là, ça fait en sorte qu'il y a des coûts qui ont énormément augmenté. Puis la valeur des matières recyclables aussi, elle a nettement diminué, ce qui a fait en sorte qu'il y avait des enjeux financiers à ce niveau-là. Puis là, Récupération des basques n'a pas été en mesure d'honorer son contrat, fait qu'ils ont dû faire faillite, ont dû annoncer aux employés que ça allait fermer, dans le fond, qu'ils allaient devoir se retrouver un autre emploi. Par contre, même personnellement, je me suis assuré aussi avec la direction qu'il allait avoir un accompagnement suffisant pour les employés pour se restructurer. Combien d'employés, monsieur? Il y avait une douzaine d'employés, mais là, il y en a qui, dans ce laps de temps-là, ils ont réussi à se trouver un autre emploi. Donc, il n'y a pas eu nécessairement 12 employés à réunir, mais il y a même la société VIA à Rivière-du-Loup qui vont maintenant recevoir les matières recyclables des basques qui s'étaient offerts à même employer ces employés-là, puis même aller voyager s'il y avait besoin. Donc, les employés vont être pris en charge correctement, puis on va être en mesure d'avoir un service de collecte de matières recyclables efficace. Là, maintenant, il va y avoir une transition parce que là, Récupération des basques ne fonctionne plus, là, et puis en opération. Puis on n'a pas encore reçu les bacs parce que maintenant, ça va être avec des bacs. Alors, adieu les sacs? Ben, en fait, quand on va recevoir les bacs, on va faire la distribution. Il n'y aura pas de coût associé à ça. Mais pendant le temps où là, la récupération des basques n'est plus en opération, jusqu'au moment où on va avoir les bacs, là, il va y avoir encore la collecte en sac, mais ça va être fait par une entreprise, une autre entreprise, dans le fond, que Récupération des basques, qui vont faire la collecte des sacs, puis qui vont envoyer ça à Rivière-du-Loup. Mais c'est ça. On parle dans quelques mois, on devrait recevoir les bacs, puis commencer la collecte en bac. Bon, là, il faut faire transporter les matières recyclables jusqu'à Rivière-du-Loup. Ouais. Là, on les transportait à Récupération des basques. Il va y avoir un coût supplémentaire, j'imagine, rattaché à ça? Non, parce que, en fait, ça va être Éco-Entreprise Québec, normalement, qui va prendre la charge de toute la récupération. Fait que normalement, même si c'est une ligne dans le compte de taxes qui n'existera plus, le recyclage ne sera plus pris en charge par les taxes des citoyens, ça va être pris en charge par Éco-Entreprise Québec. Du côté des séances de ville, comment ça va? Est-ce qu'il y a beaucoup de citoyens qui viennent vous visiter? Ben, c'est sûr que moi, j'aimerais qu'il y ait plus de gens. C'est sûr que, on le voit aussi sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui critiquent, qui disent des choses, que c'est pas forcément vrai ou pas 100% vrai, ou il y a beaucoup de critiques, mais tu sais, quand on voit en plus les séances du conseil où il n'y a personne, ben c'est un peu contradictoire, je trouve. J'aimerais ça que les gens viennent aux séances du conseil, puis s'informent, puis s'intéressent, puis
je pense que ça diminuerait le nombre de critiques, puis ça informerait les gens. Tu sais, les gens, s'ils sont informés, puis ils sont intéressés, puis ils savent ce qui se passe dans leur ville, puis on n'a jamais démontré quelconque fermeture à donner de l'information aux gens. Les gens qui viennent me voir, même personnellement à mon bureau, je suis très transparent avec eux, puis je leur dis tout ce qu'ils ont besoin de savoir. C'est sûr que sur des dossiers en cours qui sont en train de se passer, des fois, on ne peut pas nécessairement dire tous les détails, mais tu sais, j'invite vraiment les gens à venir au sens public, puis à poser des questions, puis à s'intéresser à ce qui se passe dans leur ville. Puis je pense que ça réduirait beaucoup de frustration qu'on entend aussi dans les rumeurs qu'on entend qui circulent dans la population, sur les réseaux sociaux aussi. Des fois, c'est pas toujours très gentil ce qui se dit, mais je pense que si les gens avaient un peu plus d'informations, puis même aussi sur le rôle de la ville dans certains dossiers, dans certains enjeux. Tu sais, on a parlé aussi, même, pour reprendre l'exemple de la récupération, là, je veux dire, même les taxes municipales, le rôle d'évaluation qui a changé, c'est pas des compétences municipales dans la mesure où, tu sais, ça a été délégué à la MRC, le recyclage a été délégué à la MRC, le rôle d'évaluation, c'est la MRC qui s'en occupe, qui fait affaire avec une firme, puis le contrôle qu'on a là-dessus est très, très limité, mais les gens critiquent beaucoup la ville. Mais tu sais, s'il y avait eu une meilleure compréhension, ben peut-être qu'on aurait pu réduire beaucoup les critiques puis les incompréhensions qu'il y a par rapport à ça. Fait que vraiment, j'invite la population à venir aux séances publiques ou à les écouter sur le site web parce qu'ils sont disponibles. Puis si jamais il y a des questions qui en ressortent, ben on est toujours là pour... Mais des fois aussi, en présentiel, c'est plus le fun, plus agréable. Il y a toujours une période de questions aussi à la fin où les citoyens peuvent s'exprimer sur différents sujets. Absolument. J'aimerais parler de la piscine. Qu'est-ce qui se passe avec la piscine? On entend beaucoup de choses. Le système est désuet, les installations à l'intérieur sont désuets. Qu'est-ce qui se passe avec ça, ce dossier-là? Là, la piscine, elle est fonctionnelle. Bon. Il y a beaucoup de problèmes de mécanique de bâtiment, mais la piscine, elle est fonctionnelle. Là, en fait, dans la situation où on attend une subvention. On attend le PAFIR-SPA. C'est un programme d'aide pour les infrastructures de loisirs et sportives pour les municipalités. Donc, on attend une subvention de ce programme-là. Le dépôt a été fait. Puis, c'est ça, en fait, en ayant cette subvention-là, c'est ça qui va nous permettre de rénover la piscine. Mais en fait, le projet, c'est de vraiment la démolir et la reconstruire, la piscine, parce que on s'est aperçu que si on faisait juste rénover la piscine, ben ça n'allait pas nécessairement coûter moins cher parce qu'il y avait beaucoup de choses, il fallait faire attention, puis ça a des coûts, là, passer du temps puis faire attention des détails. Puis on allait être quand même pris avec beaucoup de petites dérogations, de problèmes quand même dans la structure. Fait que c'est pour ça que là, le projet a un peu changé. On démolirait la piscine, puis on la reconstruirait en neuf. Puis là, on aurait pour quelques dollars de plus une piscine neuve qui n'aurait pas de problème. Fait que c'est ça qu'on attend, en fait. Dossier à suivre. Dossier à suivre. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. On a appris beaucoup, finalement, sur la dernière séance du Conseil de ville. Puis, merci beaucoup. Fait qu'on se dit à la prochaine. Ça fait plaisir. À bientôt. C'était Véronique de TCBH. La policière intervenante en milieu scolaire est engagée dans son travail à 100% dans plusieurs écoles sur le territoire. Aujourd'hui, je rencontre Mme Marie-Josée Dubé, policière intervenante en milieu scolaire. Bonjour Marie-Josée, ça va bien? Salut Véronique. Oui, ça va bien. Oui. Depuis combien de temps es-tu policière? Moi, ça fait 18 ans que je suis dans la police, dans la Sûreté du Québec. J'ai commencé en 2006 à la MRC de Rimouski-Neigette. Ensuite de ça, j'ai fait la Métis 4 ans. Puis ça fait maintenant 10 ans que j'étais à Trois-Pistoles. Puis aussi, ici, on se trouve à l'école secondaire de Trois-Pistoles, où tu as un bureau de temps à autre, mais aussi, tu te promènes à travers la MRC des Basques. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, ici, oui, je suis policière patrouilleur, mais principalement dans l'année scolaire, je suis policière intervenante en milieu scolaire. Fait que oui, ici, c'est mon bureau. Je le partage avec une intervenante, mais principalement, mon travail se partage dans les écoles, autant primaires que secondaires, de notre MRC. Donc, en collaboration avec la commission scolaire, ils ont débloqué un budget pour avoir quelqu'un ici plus souvent qu'autrement. Oui, dans le fond, c'est au niveau de la Sûreté du Québec. Ça fait depuis 1987
qu'il y a des intervenants policiers dans les écoles. Fait que nous, la MRC des Basques, on n'en échappe pas. Fait que depuis 4 ans, je suis dans cette chaise-là. Moi, quand j'étais jeune puis je voyais un policier dans l'école, là, je me disais « Oh boy, il s'est passé quelque chose. » Mais là, je pense que tu te promènes sur l'heure du dîner, ton horaire n'est pas nécessairement flexible, t'as à côtoyer les jeunes plus souvent qu'autrement. Puis comment ça se passe? Bien, ça se passe bien. Moi, j'ai commencé en plus dans la pandémie. Fait que ça a été tout qu'un défi au début là, de dire aux jeunes ton 2 mètres, ton masque. Ça a été spécial comme quand j'ai commencé. Mais maintenant, là, en 2024, c'est plus normal. Là. C'est un rythme de vie qui est normal. Fait que je suis présente, oui, dans mes écoles secondaires, mais autour de mes écoles primaires. Des fois, je débarque dans les cours d'école. Je vais débarquer aussi à l'école secondaire ici à Trois-Pistoles, mais aussi à Saint-Jean-de-Dieu. Dans les pauses, j'ai pas vraiment d'horaire. Fait que les jeunes, ils savent pas, Marie-Josée est présente à l'école le lundi, on se tient droite. Des fois, je débarque le mardi midi, des fois, c'est le vendredi après-midi à la pause. Ou que je me place tout simplement en avant de l'école avec l'autopatrouille. Tu sais, je suis visible. Dans le fond, mon travail est beaucoup axé sur la prévention. Fait que les jeunes... Je suis pas incognito dans un véhicule banalisé ou en... Quand j'étais jeune, c'était ça. Les policiers intervenants en milieu scolaire étaient en civil. Exactement comme toi. Mais maintenant, on n'est plus là. On est dans la visibilité. Puis il faut que les jeunes, pour démystifier aussi le travail du policier. Tu portes pas juste la chemise, là, tu portes ton équipement au complet. Là. La veste par balle, c'est comme ça que tu te présentes, tes policières anyway. Exact. Puis il n'y a pas de... Ben, dans le fond, je suis vraiment habillée comme si je répondrais à des appels. Ça peut arriver aussi. Là. Mes collègues qui sont sur la route présentement, s'il y a un accident d'une gravité majeure, puis que moi, j'ai pas quelque chose à l'école, c'est sûr et certain que je vais être appelée à aller aider mes collègues de travail. Fait que mon uniforme est le même que je sois à l'école ou que je sois sur la route l'été. Tu m'avais parlé de différents volets auxquels tu avais à intervenir. On parlait de l'intimidation et le taxage. Oui, l'intimidation, ben c'est sûr qu'on a toujours la loi 56 dans nos écoles qui fait en sorte que les directions d'école peuvent pas rien faire avec l'intimidation. Fait que moi, je fais partie des échelles, de l'échelle. Là. J'aime beaucoup ça, expliquer ça comme ça. C'est sûr qu'on part pas avec la police en partant, mais je fais partie des échelons. Fait que les directions d'école, eux autres, ils ont leur protocole. Puis à un moment donné, ben moi, j'embarque dans le protocole. Fait que des fois, je fais des rencontres préventives. Puis si la situation est trop grave, puis que le jeune en question, le jeune suspect ou la jeune suspecte a plus de 12 ans, ben on peut entrer dans le système judiciaire, qui est la loi sur la protection de la jeunesse. C'est ce qu'on parle de la répression. Exactement, la répression qui part à partir de 12 ans. Mais moi, mon travail, je l'axe beaucoup sur la prévention pour justement éviter ou que les jeunes aient eu le même discours quand ils étaient mineurs en bas de 12 ans, puis que le discours continue, puis c'est le même après 12 ans. Donc la prévention, tu le fais au milieu des écoles primaires? Oui. Autant en primaire, quand que je me promène sur le bord des cours d'école, les petits jeunes de maternelle 5 ans, eux, je vais leur montrer le véhicule police, puis ils savent c'est qui Marie-Josée. Là. Fait que là, j'ai les câlins des petits jeunes. Rendu plus 3e année, 4e année, c'est salut Marie-Josée. Primaire, on joue au ballon dans le cours d'école, puis je vais être présente, fait qu'ils me connaissent. Ensuite de ça, secondaire 1, je m'occupe de l'accueil des élèves, parce que souvent, je suis le visage qu'ils ont vu autant au primaire qu'au secondaire. Fait que là, ils ont un visage connu quand ils arrivent à l'école secondaire. Puis ensuite de ça, ben mes secondaires 1, j'y rencontre d'emblée. Là. Avec la commission scolaire, on a une entente. Puis ça s'appelle l'atelier Mission technologique, qui parle vraiment de la sécurité Internet. Puis la sécurité sur les réseaux sociaux. Parce qu'on s'entend, c'est un fléau. Puis c'est sur ce que les jeunes... Tu sais, ils ont tout le temps leur cellulaire dans les mains. Fait que c'est leur moyen de communication. On en est là. Est-ce que les jeunes ont tendance à moins interagir entre eux à cause de leur cellulaire? Il y a plus de sexto, d'intimidation par rapport à ça? Ben dans le fond, les crimes... Moi, je vais parler pour les crimes qu'on voit. C'est sûr que si je recule quand j'ai commencé au niveau de la police en 2006, des crimes sur les réseaux sociaux, on n'en avait pas ou presque pas. Maintenant, en 2024, ce qui touche les jeunes, c'est vraiment tout ce qui est réseaux sociaux
Puis les jeunes, malheureusement, ils se trouvent plus forts derrière un écran. Même si on leur dit que vous n'êtes pas plus fort derrière l'écran, ben eux, ils se pensent plus fort. Fait que l'intimidation se passe sur les réseaux sociaux, les sextos se passent sur les réseaux sociaux, et voilà. Supposément qu'il y a un jeune qui a un problème. Est-ce qu'il va aller te voir directement? Il y a un protocole à passer, il va voir la direction, puis par la suite, ça s'en vient vers toi, fait que ça doit être plus facile à régler aussi. Ouais. Ça dépend des jeunes. Les jeunes, tu sais, au niveau primaire, c'est plus les intervenants qui me demandent parce que les jeunes ne sont pas d'emblée à appeler la police. Tu sais, surtout, tu sais, 6e année, 5e année, c'est rare. Fait qu'au primaire, c'est plus en forme de jeu, puis dans l'atelier. Fait que, tu sais, les jeunes, ils me demandent pas nécessairement à me voir. Au niveau secondaire, ça dépend. Il y a des jeunes que, oui, d'emblée, ils vont aller voir la direction, leur tuteur ou la secrétaire en bas. On va dire, hey, moi, je veux voir Marie-Josée, est-ce que c'est possible? Oui. T'sais, fait que là, j'ai reçu un courriel ou un téléphone de direction. Tel jeune veut te voir, est-ce possible dans ta semaine ou de. Puis, tu sais, j'essaie, quand il y a un jeune qui veut me voir, là, j'essaie d'ouvrir mon agenda puis de le placer dans la journée ou le lendemain ou dans la semaine, max. Parce que, tu sais, je me dis, il y a quelque chose qui va pas s'il y a un jeune qui veut me parler. Quels sont tes défis les plus importants au niveau d'une année scolaire? Mes défis dans une année scolaire, ben c'est sûr que c'est de créer des liens. Hein? Fait que mes années scolaires, je connais les défis de certaines années scolaires aussi, parce que veux pas en 4 ans, je vois ces jeunes-là grandir, je les vois évoluer aussi. On voit des problématiques qu'il y avait au primaire qui se poursuivent au niveau secondaire. Fait que mes défis, c'est de continuer ma prévention pour justement que j'ai pas ces jeunes-là en répression. Puis qu'on les rentre pas dans le système de justice. Mais tu sais, j'ai pas la science infuse, puis je peux pas avoir le contrôle sur tout. Mais je travaille beaucoup sur la prévention. Mais je pense qu'au niveau de tes années d'expérience, puis il y a sûrement eu une évolution au niveau du comportement des jeunes. Oui. Sérieusement, là, mettons que je compare ma première année en tant qu'intervenante avec la pandémie versus maintenant, je vois l'évolution. Puis, tu sais, mes jeunes qui sont présentement en secondaire 4, je les avais en secondaire 1. Fait que j'ai vu l'évolution. J'ai vu cette évolution-là, puis j'ai vu le contact. Ces jeunes-là me disent salut, me saluent, me voient dans l'école, viennent me voir, discutent des fois de leur fin de semaine. Tu sais, c'est aussi banal que ça. Hey, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Ah, j'étais allé jouer au hockey. Ah, ouais, ah, cool, t'as-tu gagné? Tu sais, puis on est un petit milieu, fait que c'est un avantage que je connais ces jeunes-là. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Puis, c'est le fun parce que je pense que tu as réussi à ne pas être une menace pour les jeunes. Ah, la police est là, tu sais, on va se tenir droit, mais je pense que la police est là, puis je pense que les jeunes deviennent un petit peu plus à l'aise. Peut-être ceux qui ont quelque chose à se reprocher, c'est différent, mais quand même, là, je pense que tu as réussi ce boulot-là. Oui, bien ça, je suis contente parce que, justement, le fait que je sois présente autant dans les milieux de vie des jeunes, puis à l'école, fait en sorte qu'ils voient peut-être plus une proximité qu'une barrière avec le policier. Est-ce que tu fais quelques conférences? Oui, je fais des conférences. Les principales conférences que je fais, c'est mission sécurité au niveau de la 5e année du primaire. Fait que ici, dans mon secteur, j'ai des classes qui sont doubles, puis j'ai des classes qui sont triples. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que j'essaie de faire mes années pleines 5e année, puis une année sur 2, mes classes doubles, mes classes triples, pour pas me répéter non plus, puis pour organiser mon temps. Et je fais à toutes les années mes secondaires 1. Ça, c'est vraiment un contrat qu'on a avec le centre de service scolaire. Tous les élèves de secondaire 1 sont rencontrés avant décembre pour justement les enligner dans le droit chemin là, au niveau des réseaux sociaux. Bien, merci beaucoup, Marie-Josée, de nous avoir accordé cette entrevue. Bien, ça fait plaisir. Puis moi, je pense que je vais y aller parce que je pars en double. Merci, Marie-Josée. Merci, bye-bye. C'était Véronique de TCBH. L'APES nous révèle que plusieurs postes de pharmaciens sont toujours vacants au Bas-Saint-Laurent. Nous sommes en Zoom aujourd'hui pour l'entrevue avec Mme Linda Vaillant, pharmacienne et directrice de l'association l'Association des pharmaciens et des établissements de santé du Québec. Très heureuse de vous avoir avec vous aujourd'hui. Un très bon sujet. Je pense qu'on va parler de la pénurie des pharmaciens et pharmaciennes dans les hôpitaux au Bas-Saint-Laurent.
Donc, on parlait tout à l'heure, dans les urgences en particulier et dans d'autres domaines également, il y a une pénurie de pharmaciens dans le Bas-Saint-Laurent. Oui, exact. En fait, si vous me permettez, je vais prendre juste un tout petit peu de recul pour vous dire que d'abord, les pharmaciens dans les hôpitaux, ça représente à peu près 20 de tous les pharmaciens au Québec. Fait qu'il faut commencer par comprendre qu'on n'est pas nombreux en partant. Donc, la majeure partie des pharmaciens se trouve dans les pharmacies de quartier, là, les pharmacies privées. Alors, déjà en partant, on a un compétiteur direct qui est le pharmacien du secteur privé. Alors oui, on a une pénurie d'effectifs partout. Je vous dirais qu'on en a une même au centre-ville de Montréal. Alors, imaginez-vous, quand on arrive dans les régions, c'est encore pire. Donc oui, au Bas-Saint-Laurent, il y a une pénurie d'effectifs. Ça perdure depuis longtemps. Donc, il y a des postes qui sont vacants déjà. Mais ce qu'on veut mettre en lumière aujourd'hui, c'est qu'en plus des postes vacants, il y a des besoins spécifiques dans certains secteurs de soins où on ne crée même pas de nouveaux postes parce que on a déjà tellement de difficultés à combler les postes existants que finalement, on n'en arrive même pas à évaluer est-ce qu'on répond vraiment aux besoins de la population. Donc, c'est un peu ça qu'on voulait mettre en lumière aujourd'hui avec l'exemple des salles d'urgence. Mais pourquoi qu'il n'y a pas de nouveaux postes créés pour les pharmaciens dans les hôpitaux ou dans Ben, les autres domaines, là, comme on disait tout ben, à l'heure? c'est une bonne question. En fait, c'est que compte tenu du fait que la pénurie dure, par exemple, au Bas-Saint-Laurent, la pénurie est de l'ordre de 25 globalement. OK? Il y a à peu près un poste sur quatre qui est pas comblé. Alors que si on créait les postes dont on a besoin, par exemple dans les salles d'urgence, dans les cliniques de dialyse, dans d'autres secteurs de soins où on peut avoir besoin de pharmaciens, probablement qu'on aurait une pénurie de main-d'œuvre de l'ordre de 50. Comprenez-vous, on aura encore plus de postes à combler. Et c'est ça notre propos aujourd'hui, c'est que on ne peut pas se baser sur les registres de postes. C'est devenu désuet. Ça ne veut plus rien dire. De se dire qu'il manque un pharmacien sur quatre dans le Bas-Saint-Laurent, c'est inexact. Il en manque probablement beaucoup plus que ça parce qu'il n'y a plus personne qui s'occupe de se demander si on a suffisamment de postes dans la région parce qu'on a tellement de difficultés à combler ceux qui existent que finalement, les besoins des patients ne sont pas rencontrés. Puis avec l'évolution là, des médicaments qui sont de plus en plus compliqués, très utilisés pour tous les types de patients, bien, les patients vulnérables ont besoin de pharmaciens. Puis en ce moment, bien, il n'y a pas de pharmaciens pour offrir ce qu'on appelle, nous, les soins pharmaceutiques, pour être auprès de ces patients-là. Donc, un pharmacien ou une pharmacienne a toujours plus de compétences qu'un médecin pour connaître les médicaments. C'est ce que je comprends. Ben, c'est une bonne question. Le pharmacien d'établissement, en plus, est formé plus longtemps que son collègue en pharmacie de quartier. Donc, il y a 2 années de plus de formation. Fait que c'est 6 ans de formation universitaire pour un pharmacien d'établissement de santé. Alors, c'est sûr que lui, son focus, là, c'est les médicaments. Donc, il est là pour agir comme bras droit avec le médecin qui, lui, peut pas, là, comme médecin, avoir toute la compétence que le pharmacien est allé chercher en 6 ans de formation. De là, tout le rôle en interdisciplinarité. Fait que c'est vraiment l'appui au médecin et à l'équipe médicale. C'est ça que fait le pharmacien, mais lui, il regarde ça de son angle à lui d'expert pour tout ce qui est médicament. C'est ça son rôle spécifique. Au niveau des établissements de santé, on parle de quel établissement? Il y a les RPA, il y a les maisons des aînés, le CHSLD. Oui, dans ce cas-ci, on parle vraiment des hôpitaux, donc tous les hôpitaux de soins aigus. En fait, tout le CIS du Bas-Saint-Laurent qui regroupe, là, comme vous l'avez dit, les hôpitaux dans les différentes villes, là, Rivière-du-Loup, Rimouski, bon, il y en a plusieurs. Ça comporte des CHSLD aussi qui en sont regroupés et certaines maisons des aînés sur le territoire aussi. Donc, c'est vraiment tous les établissements publics. Donc, ça ne tient pas compte de CHSLD privés, par exemple. Je ne sais même pas s'il y en a sur votre territoire, là. Je suis désolée, je n'ai pas cette information-là. Donc, alors, ça ne tient pas compte des CHSLD privés, ni des privés conventionnés. On parle vraiment des CHSLD publics et des hôpitaux publics qui sont regroupés à l'intérieur du CIS du Bas-Saint-Laurent. Quelles sont les conséquences pour Monsieur Tout-le-Monde? C'est vraiment une bonne question. Je vais vous parler, par exemple, de la salle d'urgence parce que c'est l'exemple qui me vient en tête, là. Plus de temps d'attente? Oui, ben c'est ça. On a une question de temps d'attente. On a aussi, il faut savoir aussi que plusieurs patients qui viennent à l'urgence viennent pour un problème lié à un médicament, sans le savoir, mais ils vont arriver puis ils ont un effet secondaire. Il y a quelque chose qui, tu sais, des étourdissements, par exemple. Je vais à l'hôpital parce que je suis toujours étourdi, je suis étourdi. Si un pharmacien est dans l'équipe de soins, son rôle à lui, ça va être d'aller voir rapidement la pharmacothérapie du patient. Donc, tout ce qu'il prend pour se demander est-ce que le problème qui amène le patient, c'est un problème de médicaments, de surdosage, de sous-dosage? Est-ce que le patient aurait omis de prendre les médicaments comme il faut? Est-ce qu'il n'y a pas le bon médicament qui a été prescrit? Donc, c'est un peu
son rôle. Fait qu'il va accélérer, si on veut, le, 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 le traitement du patient en allant voir plus rapidement est-ce que le problème est lié à un médicament ou non. Si ce n'est pas le cas, bien, on vient déjà d'enlever cette question-là et après ça, l'équipe médicale peut poursuivre son travail pour diagnostiquer le problème. Mais si c'est le cas, il va être identifié rapidement. Et quand on n'a pas de pharmacien dans ce contexte-là, mais on n'est pas capable d'identifier ce problème-là et souvent les patients retournent à domicile et vont revenir quelques semaines, quelques mois plus tard parce que le problème n'a pas été résolu. Fait que c'est un peu un exemple là, du rôle plus précis du pharmacien. Peut-être donner un petit peu plus de pouvoir aux pharmaciens, mais là, c'est sûr qu'on en manque. Quels sont les moyens que vous voulez faire? Quels sont les moyens de pression que vous voulez appuyer pour obtenir plus de pharmaciens? Oui, ben c'est des solutions surtout qu'on veut mettre de l'avant. Fait que je vous dirais que premièrement, je vous ai parlé au début du fait qu'on est un petit nombre dans le réseau de la santé, mais il manque de pharmaciens dans le secteur privé aussi. Fait que la première chose, là, c'est il faut absolument que le gouvernement se fasse un plan de main-d'œuvre en pharmacie. On parle beaucoup des médecins en ce moment. On augmente les cohortes de médecins, on a des facultés satellites un peu partout sur le territoire, mais il faut se demander en pharmacie, on n'a que deux facultés de pharmacie. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on a assez de pharmaciens? Est-ce qu'on en gradue suffisamment? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut qu'on valorise la formation supplémentaire, le 2 ans de plus, où on vient acquérir les connaissances spécifiques aux médicaments qui sont dans les hôpitaux, qui est notre formation de maîtrise. Il faut qu'elle ait une valeur. Actuellement, pendant ces 2 années-là, le jeune, il a 40 000 de bourse pour faire ces 2 années-là, donc il renonce à 2 ans de salaire dans le secteur privé et après ça, il va gagner 30 moins cher que son collègue au secteur privé. Donc, c'est un peu étrange. On valorise vraiment pas la formation supplémentaire. Fait que ça, c'est l'autre élément. Puis troisièmement, vous venez de parler de donner du pouvoir aux pharmaciens. C'est très intéressant parce que c'est une des avenues qu'on aimerait avoir, un peu comme les IPS, les infirmières de pratique spécialisée. Donc, peut-être de venir reconnaître la formation de maîtrise en disant qu'on va attribuer un certificat de spécialiste aux pharmaciens qui la détiennent et on pourrait leur permettre de prescrire, d'avoir un droit de prescrire plus large. Hein. Ils ont 6 ans de formation universitaire en pharmacothérapie. Je pense qu'ils sont capables de prescrire et ça donnerait un meilleur accès aux patients aussi et ça valoriserait cette formation-là. Ça intéresserait davantage les jeunes d'avoir une pratique plus autonome. Fait que c'est un peu les pistes de solutions qu'on entrevoit à l'heure actuelle. Combien de temps pour former un pharmacien à l'école? C'est 6 ans de formation universitaire. Alors, on fait le DEC en sciences au cégep et après ça, c'est 6 ans à l'université. Donc, c'est long former un pharmacien d'établissement. Là, vous avez parlé de 2 années supplémentaires tout à l'heure. Exact. Alors, 4 ans, c'est la formation de base pour le pharmacien général, si on veut. Et après ça, pour le pharmacien d'établissement, c'est un 2 ans de plus parce que les médicaments qui sont utilisés à l'hôpital, c'est par exemple des médicaments injectables. Donc, on va donner par les veines. C'est des médicaments qui peuvent être plus dangereux, comme la chimiothérapie, par exemple. Donc, ça, c'est toute une panoplie de médicaments qu'on utilise seulement au niveau de la maîtrise. C'est pas appris au niveau des 4 années générales de premier cycle en pharmacie, si on veut. Fait que c'est pour ça qu'il faut passer par le 2 ans de formation à la maîtrise. Quels sont les endroits, les écoles où un pharmacien peut devenir diplômé? Actuellement, c'est l'Université de Montréal et l'Université Laval. C'est les deux facultés qui graduent des étudiants. Fait qu'on a à peu près 400 pharmaciens qui sortent par année sur le marché. 400, puis on a à peu près 3000 demandes d'admission. Fait que vous voyez qu'il y a de l'intérêt pour la pharmacie. La question, c'est pas tellement est-ce qu'on doit intéresser des jeunes à devenir pharmaciens. On en a de l'intérêt. Mais là, il faut se demander, est-ce que c'est assez 400 gradués par année? Probablement pas, là, parce qu'actuellement, on se bat pour les ressources. Les collègues du secteur privé et nous, en établissement, on essaie d'intéresser les jeunes à notre pratique et on est en forte compétition. Puis je vais vous avouer qu'on perd la compétition en ce moment parce que le secteur privé augmente les salaires, offre des conditions vraiment intéressantes. Donc, ils viennent récupérer les jeunes très rapidement sur les bancs d'école. Puis nous, ben, en ce moment, on est vraiment les grands perdants, là. Oui, mais là, on parle du Bas-Saint-Laurent. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait utiliser la méthode à distance pour essayer de régler des problèmes au niveau des pharmaciens qui ne sont pas ici, dans le Bas-Saint-Laurent? Bien, la méthode à distance, à mon avis, elle n'est pas optimale. Il y a déjà de la main-d'œuvre indépendante qui est utilisée quand même dans plusieurs régions du Québec. Je ne connais pas précisément la donnée chez vous, mais il y a eu très certainement de la main-d'œuvre indépendante au Bas-Saint-Laurent. Je pense que ce qui devrait être fait à distance, c'est la formation. Ça, déjà, ça aiderait. Si je vous ai dit qu'il y avait deux facultés de pharmacie, si on était capable d'offrir cette formation-là de maîtrise à distance, minimalement les mois de cours, je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant, puis peut-être qu'on pourrait
amener davantage de jeunes à s'intéresser à la formation hospitalière. Mais il en demeure pas moins que quand il y a un problème, par exemple de chimiothérapie, quand il y a un enjeu de compatibilité de médicaments, puis qu'un patient a une réaction sur le champ là, dans un établissement de santé, il faut qu'il y ait un pharmacien à côté, là. Le volet virtuel, là, ça va vraiment poser des risques, à notre avis. Donc, il y a déjà du soutien qui peut se faire un peu à distance, mais ça ne change pas le principe que ça va prendre un pharmacien sur place dans chacune des installations physiques, là, dans l'hôpital, dans le CHSLD, dans la maison des aînés, par exemple. S'il y a seulement 400 pharmaciens qui sortent de l'école par année, puis il y a une très, très forte demande, on va avoir de la misère à rattraper notre ratio. Vous avez bien raison, puis on a déjà beaucoup de retard, hein. Et cette année, on a 114 places au programme de maîtrise et il reste actuellement 53 étudiants. Donc, ils ont commencé à 57, il y en a 4 qui ont laissé. On a moins de la moitié des places qui sont occupées. Ça fait qu'en plus des 400 qui graduent annuellement, de ce 400-là, il y en a seulement 53 qui sont venus pour s'intéresser à la pratique en hôpital. Fait que vous voyez qu'on est loin du compte, là. On a besoin au Québec, globalement, de plusieurs centaines de pharmaciens supplémentaires. Donc, on n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut absolument que le gouvernement s'assoie et se pose la question, est-ce qu'on a assez de jeunes gradués actuellement au Québec? Est-ce qu'on répond aux besoins du marché? Et probablement que la réponse est non. Est-ce que vous êtes en pourparlers avec le gouvernement présentement? On va l'être prochainement, on ne l'est pas encore, mais on va commencer des échanges avec le gouvernement. On en a eu par le passé, remarquez bien, mais on a certaines pistes de solutions, celles dont j'ai parlé tout à l'heure, là, qui vont être abordées avec le gouvernement dans les prochaines semaines. Mais avec votre étude que vous avez faite, vous avez quelque chose en main pour prouver ce que vous dites aussi. Ben c'est ça. Puis là, ça nous permet aussi d'identifier des secteurs vraiment précis de soins. Et on n'en a pas pour tous les secteurs d'activité, mais éventuellement, on aura des ratios pour tous les secteurs d'activité. C'est un peu ça qu'on aimerait pour être capable de mieux quantifier le besoin. Mais ce qui est important de retenir, c'est que il y a vraiment un gros coup de barre à donner pour être capable d'augmenter les cohortes, pour être capable d'améliorer l'attraction vers le programme de maîtrise, parce que vous savez, à l'hôpital, il n'y a à peu près pas un patient qui est admis et qui ne prend pas un médicament, là. Le médicament, c'est devenu le traitement numéro un. On a encore des patients qu'on opère, on a encore des patients qu'on traite autrement, mais majoritairement, c'est le médicament. On a plein de nouveaux médicaments, des immunomodulateurs, des médicaments biologiques. Ça requiert l'expertise du pharmacien. Alors, il faut absolument qu'on arrive à en former suffisamment parce que il y a un contrôle à conserver pour une bonne utilisation, une utilisation sécuritaire aussi. Alors, il faut former des pharmaciens d'établissement. On s'en sort pas, là. Puis là, on a parlé du Bas-Saint-Laurent, mais ça m'amène quand même à parler de ailleurs dans le territoire, Québec, Montréal. J'imagine que le problème est moins grand. Le problème est pas mal partout. Je vous dirais que, il est probablement un peu pire. Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, Côte-Nord. Bon, quand on s'éloigne des grands centres, mais je vous le dis, en plein cœur de Montréal, il y a des enjeux. On manque de pharmaciens. On se bat pour des pharmaciens. En Montérégie, dans la Naudière, juste au pourtour de Montréal, là, il y a des trous importants ou des problèmes importants de main-d'œuvre. Donc, c'est vraiment un enjeu. Alors, ça devient un enjeu supplémentaire quand on arrive à vouloir attirer des ressources en région, si en plus on a de la difficulté en ville. Mais vous comprenez qu'avec 53 gradués qui s'en viennent en hôpital cette année, qu'est-ce qu'on va faire? 53, c'est sûr que tout le monde se bat et les jeunes ont le choix d'aller où ils veulent, mais on n'arrivera pas à combler nos besoins avec ça, là. Si le médecin prescrit un médicament puis qu'il n'y a pas de pharmacienne à proximité, c'est qu'est-ce qu'il va faire s'il a besoin d'aide ou c'est quoi l'étape à faire? Ben, c'est une bonne question. Dans l'hôpital, on a quand même des pharmaciens qui se trouvent dans la pharmacie comme telle. On appelle ça, nous, la centrale, si on veut, de distribution. Alors, les pharmaciens se retrouvent à cet endroit-là pour offrir le service de base. Donc, ils vont s'assurer au moins de répondre aux questions prioritaires des médecins qui vont les appeler. Ils vont s'assurer aussi, évidemment, de préparer les médicaments pour tous les patients. Là, les patients reçoivent les médicaments. Je veux rassurer Oui, tout le monde, c'est oui, important de le dire. oui. OK, tout le monde reçoit le médicament. Ce qu'on n'a pas, c'est ce que je disais tantôt. C'est le pharmacien qui va être directement dans l'équipe, par exemple, sur l'étage, sur une unité de médecine. Le pharmacien qui est là, il peut s'occuper, par exemple, de s'assurer d'accélérer la sortie du patient. Actuellement, il y a des patients parfois qui restent dans des lits parce qu'il y a une coordination à faire pour que le patient puisse retourner chez lui. Il y a un médicament intraveineux qui doit lui être donné, un antibiotique, par exemple. Et là, il y a toute une coordination à faire et c'est le pharmacien qui doit prendre ça en charge. Donc, si le pharmacien n'est pas sur l'équipe de soins, qui est à la centrale
à la pharmacie centrale et qu'il y a déjà plusieurs choses à faire, bien évidemment que ça va retarder la sortie du patient. Donc, c'est toutes sortes de problèmes comme ça qu'on peut identifier. Il y a comme des goulots d'étranglement. Le pharmacien ne réglera pas tous les problèmes du réseau à lui seul, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais évidemment qu'il y a des goulots d'étranglement, puis si on avait plus de pharmaciens, on serait capable de mieux assister les équipes médicales, puis ça serait plus fluide, très certainement. C'est très intéressant. J'espère qu'on va avoir donné le goût aux gens de Basque et du Haut-Pays à s'inscrire en pharmacie l'année prochaine. En pharmacie d'établissement, j'espère En aussi. pharmacie d'établissement, pardon. En effet. Merci. Je vous remercie beaucoup, Madame Vaillant. C'est moi qui vous remercie. C'était Véronique de TCBH. La deuxième compétition régionale de l'année a lieu le 3 et 4 février à Matane pour les gymnases de Trois-Pistoles. 29 de nos gymnastes au niveau compétitif y ont performé. Plusieurs médailles ont été remportées au tumbling, à la poutre, à la barre et au sol. L'équipe Les Gymnases est très fière de faire bonne figure, puisqu'au total, 30 médailles ont été remportées et 47 rubans. La prochaine compétition aura lieu le 25 février à Victoriaville. On leur souhaite la meilleure des chances. Tout au long de l'année, le club de hockey senior Fondation BA de Trois-Pistoles a amassé des fonds au profit des organismes locaux, totalisant pas moins de 4 629 $. Voici les résultats des matchs des séries du club de hockey senior Fondation BA de Trois-Pistoles. Vendredi, le 16 février, défaite par la marque de 4-3 contre Montjoly. Dimanche, le 18 février, victoire par la marque de 5-4 contre la même équipe. Venez encourager votre équipe samedi le 24 février dès 20h à Trois-Pistoles pour cette ultime rencontre des séries éliminatoires. Faites du bruit pour encourager votre équipe à l'Aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles. Voici les annonces de la semaine. La chanteuse Maud Audet sera à la Forge à Bérubé le 24 février à 20h. C'est le carnaval au Petit-Neige qui fête ses 30 ans à Notre-Dame-des-Neiges le 23 et 24 février prochain. Feu de camp en mode Peace and Love le 23 février à 18h au camping municipal de Trois-Pistoles. C'est le carnaval de Saint-Mathieu de Rioux le 23 et 24 février prochain. Il y aura une séance libre de pétanque à tous les lundis et mercredis de 13h à 15h à la salle Édith Martin du Centre culturel de Trois-Pistoles. À la maison de la famille, atelier de cuisine pour les jeunes mamans. Inscription obligatoire le 28 février de 13h à 16h. C'était Véronique pour les infos TCBH qui vous dit à la prochaine!